Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Dans ce projet de constitution, il y a aussi des référents, beaucoup de référents, une espèce de boulimie comme ça qu'on va essayer d'expliquer. On va s'arrêter sur certains points précis, peut-être revenir sur cette histoire de mandat. Quel est votre avis sur cette question précise de mandat, où on revient un petit peu sur la disposition où l'ego de Bouteflika s'exprime le plus. C'est-à-dire, lui seul pouvait faire plus de mandats. Aujourd'hui, il l'a rétabli pour les autres. Il n'y a que ça à prendre, d'autant plus que il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication pourquoi on l'a enlevé, pourquoi on la remet. L'explication de Yahya fait rire, hein. Je veux dire, la société qui l'a demandé. Je sais pas, on a fait l'initiative là contre la révision de la Constitution. Yahya, tu me le laisses. Je te le laisse. Allez, je te le cède, allez. Vas-y, donne-toi. On a parlé du fond, il y a des trucs de forme qui sont importants. L'indigence de ce texte, dans la forme. On y a mis des choses qui sont indignes. Même pas d'une constitution, indigne d'un texte réglementaire. Vous vous rendez compte que la constitution prévoit d'améliorer le climat des affaires. Oui. La régulation du marché, la protection du consommateur. C'est tellement stupide. C'est tellement stupide que ça dénote la démarche les commerçants qui font du démarchage pour vendre du shopping. Ils vont, les journalistes, on vous enlève la peine de prison pour ce que vous écrivez, les avocats, les hommes d'affaires. Ça, c'est l'œuvre de Yahya. C'est lui quand même qui a été au centre de tout ça. On découvre que celui qu'on présentait comme un homme d'État se révèle au mieux comme chef du bureau dans une sous-préfecture. Je ne sais pas s'il remplirait l'habit. Et il faudrait peut-être aussi lier ça à un mot qui a été dit autour de cette constitution. Quand le texte a été avalisé au cours d'une réunion entre Bouteflika, Gaïd Salah, Sellal, etc., la formule utilisée, c'était le président de la République a validé ce texte. Ça veut dire quoi, a validé ce texte? Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas son texte. Je le valide, j'en assume le contenu. Ni celui d'Yahya, peut-être. Hein. Oui, donc c'est un texte c'est une formule qui peut signifier j'accepte le deal. C'est ça que je comprends. Moi, je pense que quelqu'un a dit au début d'émission, pardon, Sohila, je crois que c'était toi, Habib, que Bouteflika avait une démarche très utilitariste par rapport au texte constitutionnel. Je pense qu'en retour, le texte constitutionnel incarne très bien les années Bouteflika. Ce sont des années de réseau clientéliste. La Constitution est toujours dans cette démarche d'essayer de racheter par la distribution avant de la rente pétrolière, donc de l'argent, aujourd'hui par la distribution de faire valoir, de droits, etc., d'acheter des catégories qui pourraient continuer à supporter le régime. Voilà ce que tu disais, les avocats, les femmes, sur le plan genre, de se donner une image, il y a la parité, il insiste beaucoup sur la parité, donc Temazet pour essayer de désamorcer un noyau radical, une région qui peut poser problème, etc. On est dans cette démarche de distribuer ce qui peut être distribué pour pouvoir durer. Donc, et ça retentit de la pire des manières sur un texte sacré, suprême, qui est la Constitution. Est-ce que les footballeurs n'ont pas trouvé leur... Absolument, on aurait pu trouver quelque chose dessus. Mais ça pose une question cruciale sur laquelle on est revenu à chaque fois. Excusez-moi, je sais que vous allez avoir du mal à répondre à cette question, mais qui a rédigé cette Constitution? Yahya. Alors, il faut quand même désigner quelqu'un. Il a été formellement. Il a quand même un meilleur niveau, Yahya. Il a été formellement désigné pour superviser le dialogue et l'élaboration de la révision. Donc il ne faut pas trop chercher sur le qui. Il y a quelqu'un, donc toujours, même si derrière il y a toujours, donc toujours dans le système algérien, il y a quelqu'un qui est chargé, le rédacteur, tu vois,
Oui, rien. Comme on est des journalistes, on n'apprécie pas cette manière de rédiger. Voilà. La disposition qu'on redoutait, par contre, c'était la limitation d'âge pour être candidat à la présidentielle. On en a beaucoup parlé. À un moment donné, il était question, ça avait beaucoup circulé, d'une limitation à 70 ans qui aurait éliminé quelques poids lourds de la succession. Ça peut. Non, mais vous faites erreur. Ça pouvait pas être le cas. Parce que le président veut se représenter. Peut se présenter. Excellente lecture. Tu nous as tendu la perche par rapport à l'opposition. Comment est-ce qu'elle a perçu ce changement de texte fondamental? Sur l'histoire de la commission de surveillance. Sur la question de la commission de surveillance, notamment. Oui. À mon avis, l'opposition peut rester à l'aise sur ce terrain. Même si, dans la vieille technique du pouvoir, on prend des idées des opposants pour les vider, et c'est exactement ce qui se passe. Ce qui est proposé, c'est une commission qui organise et supervise les élections. C'est le modèle tunisien dans l'opposition, parce que c'est le modèle qui a le plus réussi, qui a fait sortir une transition de manière correcte, qui est fructueuse. Aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est une commission qui n'organise pas. Elle surveille. Elle surveille, et avec des personnels totalement désignés par le président à tous les échelons. C'est-à-dire le président est désigné par le président, les magistrats sont désignés par le président. Donc on est toujours dans le vieux modèle qui même a la société, toujours existé. Même le représentant de la société civile. Il n'y a pas de quoi être perturbé par cette proposition. Ouais. Je pense que l'opposition s'est trompée sur cette histoire de commission. Moi, je persiste sur ça. Deux, le président Bouteflika... C'est-à-dire c'est pas une revendication. C'est pas, la commission... L'élection est gérée par une administration neutre. Point barre. Dans tous les pays du monde, c'est l'administration. Ça peut. Mais après... Quand on est dans une période de transition, mais alors très courte, et pour des raisons vraiment ponctuelles, on peut le faire quand les acteurs sont de bonne foi, quand ils sont dans la négociation, on peut accepter l'idée d'une commission, mais pas constitutionnaliser cette commission. L'élection est faite par une administration neutre. La commission de surveillance de l'élection est une preuve que le vote a été truqué. Moi, c'est comme ça que je prends la chose. Et la commission de surveillance des élections est le lieu où se négocient les quotas, où se négocie, tout se négocie. Voilà, le partage des postes. C'est ça. On peut, par défaut de ce que tu dis, le fait de la mettre dans la Constitution est destiné à empêcher la mise en place du modèle tunisien. On constitutionnalise pour ne pas sortir de ça, on reste dans le modèle de gestion classique des élections en Algérie. Une administration neutre, il faudra attendre pour l'instant. Alors, comme pour le délit de presse et cette question de la commission de surveillance, est-ce qu'on est quelque part piégé par cette révision? Tu avais posé la question, j'avais trouvé ça intéressant. C'est du Sarkozy. Ça, c'est du Sarkozy. Dans le sens où il y a de bonnes idées qui sont prises en charge par le pouvoir, qui les démolit, les décrédibilise. Qui les donne à Rachida Dati, c'est ça en gros. Voilà, donc c'est le même résultat. On prend une bonne idée, on la détruit, et c'est ça, c'est ce qu'on est en train de vivre en Algérie, c'est ce que fait Ben Khalfa avec la réforme économique, c'est ce qui se fait un peu partout. Alors, il y avait le risque politique, il y avait un vrai risque politique, une révision de la Constitution audacieuse, qui redonne du pouvoir au Parlement, qui redonne une fonction au Premier ministre, qui redonne de la séparation aux différents pouvoirs, qui instaure un système électif transparent, qui réduise les responsabilités des prérogatives du président, mettent en difficulté l'opposition, lui enlève on va dire, de ses revendications et de son positionnement politique. C'est pas le cas. Ça, on peut le dire aujourd'hui clairement, c'est pas le cas. Il y avait cette commission, avec l'histoire de la commission des élections. Enfin, Saïd vient d'expliquer que, en fait, c'est prendre une idée pour complètement la dénaturer. Le modèle tunisien, c'est un modèle où on organisait les élections. La commission indépendante, Kamel Djendoubi était le patron des élections. C'était l'équivalent du ministre de l'Intérieur. C'est lui qui avait la main haute sur tout.
On peut discuter avec Abed pour dire est-ce que l'État algérien, l'État de l'administration algérienne peut permettre un jour d'envisager une élection avec une administration neutre. C'est un vrai débat. On peut considérer que on n'a pas les garanties suffisantes et qu'on peut revendiquer cette commission-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'opposition n'a pas, aujourd'hui, elle est toujours en position de pouvoir dire que cette révision n'a rien changé. Elle est en position de... En fait, ça renvoie... Même sur le fichier électoral, excuse-moi, j'allais reprendre, même pas sur le fichier électoral, parce que ça, c'est quand même une nouveauté. Il est mis à la disposition des partis politiques, ce qui a toujours été revendiqué. Mais écoutez, c'est dans la loi électorale déjà. Ouvrez les yeux, ça n'a jamais été le cas. Ça se passe pas avec le trucage, c'est pas dans le fichier électoral. Le trucage, non, je suis désolé. Il a déjà truqué des élections. Je suis désolé, le trucage, c'est quand le président Bouteflika dit je suis candidat, l'élection est finie. C'est ça le trucage. Le reste, c'est technique. Aujourd'hui, la question de la Constitution, la seule réponse que je prendrai au sérieux, c'est un homme politique qui dit « Je ne vais pas changer la Constitution. Je vais amener les institutions du pays et les responsables politiques à fonctionner dans la Constitution telle qu'elle est et quels que soient ses défauts. Le problème du pays n'est pas de changer la Constitution, c'est d'amener les dirigeants à se plier à la Constitution. Parce que ce qui se passe jusque-là, les dirigeants plient la Constitution à leur volonté, à leurs besoins de survie. Donc, le seul discours, c'est de dire cette Constitution n'est pas bonne. On va l'appliquer pendant 10 ans. On ne la change pas. Le temps que les Algériens apprennent à fonctionner dans la Constitution, dans la loi. Ça va redonner du crédit à la Constitution. Alors, c'est la seule démarche possible. Oui. Peut-être un des derniers pièges dans lequel est pris, à mon avis, le système et le marketing de Ammar Saïdani, qui nous a promis un grand changement et le passage vers un régime semi-présidentiel. Si nous sommes dans la configuration d'une révision importante, qui module l'équilibre des pouvoirs, qui redonne du pouvoir au législatif, en principe, on passe par le référendum. Si on a choisi de ne pas passer par référendum, c'est qu'on reconnaît que c'est encore une fois... Quelle question on poserait pour le référendum? Alors, il y a tellement de choses. C'est là le côté assez insidieux, à mon avis, de l'introduction de Tamazirt. C'est-à-dire, on la met, et de manière subliminale, on dit on va pas soumettre cette question à un référendum où on crée une sorte de division. Et c'est vraiment la cerise qui est destinée à faire passer le tout par le Parlement. Et où tu es presque en train de dire allez, puisque de toute façon on n'est pas dans les constitutions, faisons passer ça en attendant que le rapport de force change, parce que c'est une question de politique. Très sérieusement. C'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites. N'empêche, je ne vois pas comment est-ce qu'on imposerait un référendum, et qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Quelles questions on poserait? Il y a tellement de choses dedans. Mais dans ce projet, il y a tellement de choses. On ne peut pas être pour ou contre, c'est pas possible. Mais un projet de constitution, on le vote. On vote la Constitution. Êtes-vous pour ou contre? C'est tout, c'est clair. C'est ça. Oui. On vote pas article par article. Pas au choix. Voilà, tu es pour ou tu es contre. Oui. Bon, n'empêche, c'est compliqué. Il y a trop de choses dedans. Sur la question de Tamazirt, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'à travers cette disposition, l'État est en train d'assumer son identité, ou l'identité de son peuple? Il le fait de plus en plus, à chaque fois en train de rattraper des situations de retard, parce que cette manière de gérer ce vieux contentieux crée des pathologies, genre type MAC, etc. C'est absolument absurde. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi je pense qu'il le fait encore de manière instrumentale. C'est la belle cerise au milieu d'un mauvais gâteau, mais tant mieux, autant l'intégrer, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans les constitutions, même si elles sont pas appliquées, que c'est juste une affaire qui résout les problèmes entre les gens du pouvoir, ça permet de faire avancer certains thèmes
on n'en reviendra pas dessus. C'est-à-dire, Tamazight aujourd'hui, langue officielle, c'est bien. On va partir sur un autre débat. Comment la mettre en œuvre, effectivement. Je pense que c'est tant mieux. Même si c'est un piège grossier, mais il faut l'accepter, ce piège. Au moins sur cette question-là. Moi, je peux aller plus loin. C'est la seule question qui est posée de manière relativement rationnelle et positive. C'est bien posé. On fait un pas en avant. On pose les vrais problèmes. Aujourd'hui, les militants de la majorité vont être confrontés au travail sérieux, c'est-à-dire enseigner la langue, définir les programmes, la pédagogie, les méthodes d'enseignement, et c'est avancer concrètement. C'est un travail d'État. Hein. C'est ne pas vivre dans les slogans. Chauffe, la majorité, c'est un peu comme la religion, comme la langue arabe. Ça a été une rente pour des gens qui ont vécu sur ça. Ça va pas être suffisant pour mettre les gens au travail. Mais moi, je trouve que, pour une fois, il pose bien le problème. On dit, l'État s'assume complètement. Il a mis beaucoup de retard, mais bon, c'est fait. Maintenant, il faut avancer dans le vrai débat. Ça peut enlever quelques arguments, mais ça ne veut pas dire que ça va avancer. D'accord, mais la question c'est est-ce que ce travail n'est pas fait à moitié, parce que je vous demande si l'État assume réellement l'identité du peuple, sachant que je vais revenir sur cet article 178. Vous savez, c'est ce même article 178 à la fin de la révision, à la fin du texte sur ce projet, où l'on parle de l'exclusion de la révision de la constitutionnelle en ce qui concerne le mandat, mais on le retrouve aussi, ce référent sur la langue arabe dans cet article 178, mais pas sur la majorité. Voici peut-être une faille. La deuxième, c'est cet article 3. Permettez-moi de revenir sur cet article 3 qui dit la majorité langue officielle nationale. On parle de l'Académie de la langue amazigh auprès du président de la République. Et puis on dit que pour concrétiser, il va falloir le faire à terme, son statut de langue officielle. Alors moi, je m'interroge, est-ce qu'on peut inscrire un terme à la révision, dans une constitution? Est-ce qu'on peut inscrire un terme dans une révision de constitution? C'est une prise en compte d'une réalité. C'est une promesse constitutionnelle. On peut appeler ça une promesse qui vient d'être inscrite sur la Constitution. Objectivement, Tamazight n'est pas encore les outils, les instruments pour qu'elle devienne une langue d'État. Reste à mettre en place. C'est un travail de l'État. Ce qui est intéressant aujourd'hui quand c'est inscrit dans la Constitution, ça veut dire que c'est l'État aujourd'hui qui va dégager les ressources, les moyens pour arriver à ce que Tamazight devienne une langue. Dans le texte constitutionnel, je l'ai sous les yeux, l'Académie qui va être instituée, qui s'appuie sur les travaux des experts, je cite, est chargée de réunir les conditions de promotion de Tamazight en vue de concrétiser à terme son statut de langue officielle. On est dans une démarche. Elle n'est pas prête. Objectivement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les réunions du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement continuent à se dérouler en français. C'est-à-dire, même si l'arabe est la langue d'État, le gros du boulot au niveau de l'administration, du gouvernement, se fait en langue française. Donc, il faut mesurer qu'il y a du travail à faire, que ce soit pour l'arabe ou pour Tamazight. Et aussi, moi, je vais ajouter aussi la deuxième question. C'est-à-dire, pourquoi Tamazight ne fait pas partie des exclusions de... Est-ce que tu imagines, maintenant, que quelqu'un puisse oser revenir dessus? C'est ça l'avantage d'une constitutionnalisation. Ça fait avancer. C'est-à-dire, aujourd'hui, Tamazight est devenue langue officielle. À mon avis, aucun homme politique n'osera à l'avenir dire qu'on va revenir en arrière sur ça, même si elle n'est pas inscrite dans ce qu'on appellerait les constantes. C'est clair. Non, même si on n'exclut pas sa révision constitutionnelle. C'est ça. Oui, mais elle n'aura pas lieu. On réfléchit politiquement aussi. Je pense que pour ce qui est de Tamazight, l'article 3 bis, on ne peut pas demander plus.
C'est-à-dire, d'ailleurs, ils ne sont même pas cassés la tête, ils ont repris exactement l'article 5 de la Constitution marocaine. Ils ont repris la même chose. Dans ces termes? Oui, dans les mêmes termes. Ils ont repris le même article. Ils ne sont même pas cassés la tête de trouver d'autres formules. Ça reste donc dans cette course entre l'Algérie et le Maroc, la course à l'armement, la course à l'automobile, la course maintenant à Tamazight, etc. C'est que au Maroc, le travail académique sur Tamazight est beaucoup plus avancé qu'en Algérie. En Algérie, il y a du travail politique, mais pas du travail académique. Même le travail politique même au Maroc, malgré ce travail académique, on met les choses par contre, même pour le travail politique, par contre, je ne suis pas d'accord avec Abid, parce que les militants de la cause berbère, maintenant, on ne les voit plus sur le terrain en train de continuer à revendiquer encore ils n'ont plus cette... c'est une revendication qui ils sont beaucoup plus en avance que par rapport au pouvoir sur cette question. On a largement dépassé cette question de Tamazight sur le plan politique depuis longtemps. Ni le RCD, ni le FFS, ni le MCP qu'on ne voit plus maintenant sur le terrain. C'est justement la question. Pourquoi est-ce que je vais un petit peu dans le détail? Parce que je me demande si réellement nous avons un problème identitaire ou est-ce que c'est un problème d'exercice du pouvoir, de pratique du pouvoir. On peut revenir à 62 et comment on va revenir à 49. On peut revenir à 49. Ça c'est expliqué que c'est un problème de vision démocratique, c'est tout. Ça reste jusqu'à présent. C'est une question de démocratie. Voilà. Complètement. Il faudrait peut-être rappeler que la dernière radicalisation de la Kabylie qui s'exprime aujourd'hui sous l'identité du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie n'est pas née d'un couac sur la question de la langue, mais est née d'une question de répression qui n'a pas été de répression brutale du pouvoir. C'est le printemps noir. Ce sont plus de 100 jeunes en Kabylie qui ont été assassinés par les forces de police, notamment les forces de gendarmerie, et il y a eu l'impunité. Le général Ahmed Boustela est resté jusqu'à quasiment la retraite à son poste alors qu'il était le commandant en chef de la gendarmerie pendant ces faits-là. Et donc, si le pouvoir pense avoir désamorcé un terrain de radicalisation de la jeunesse en Kabylie avec cette question, j'ai bien l'impression qu'il se trompe. Non, l'officialisation de Tamazight, je pense que la société algérienne l'a dépassé largement. Tous les Algériens maintenant se reconnaissent dans la on ne trouve plus, même les islamistes, même les plus radicaux des conservateurs ne sont plus maintenant contre l'officialisation de Tamazight. On ne trouve plus, même s'il y a peut-être une minorité qui ne s'exprime pas, mais on n'a plus maintenant ce courant anti-Tamazight sur la scène politique algérienne. C'est un progrès, c'est un progrès qui se fait malgré le pouvoir. Le pouvoir est contraint d'admettre qu'il fait entrer dans la Constitution. La bonne leçon quand même, c'est de voir ce que c'est la première réaction que ça m'a inspiré, c'est que les luttes pacifiques dans la durée finissent par payer. C'est ça la leçon qu'il faut retenir pour toutes les autres catégories d'Algériens, gaz de schiste, revendications catégorielles, environnement, tout. Il faut prendre le temps de bien lutter dans la durée avec des moyens possibles. Tu es positif. Tu es positif. Tu es en train de dire que le pouvoir a écouté, a entendu. Ah bien sûr, complètement. Complètement. N'est pas écouté. Bien sûr. Il y a des dizaines de morts, il y a des centaines de blessés, il y a des gens qui ont fait de la prison et tout ça. La question de Tamazight, c'est pas une rente. Je suis pas d'accord. C'est pas une rente. C'est un combat populaire. Il faut faire attention. Mais la majorité n'était pas d'actualité aujourd'hui. Parce qu'on est en train de parler de la révision de la Constitution et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui a mené le président à la réviser. Abed, on t'a pas entendu là-dessus. Il a ses propres préoccupations. Il est dans sa propre logique. Et sa propre logique, c'est quelqu'un qui a une supériorité sur beaucoup de gens, sur pratiquement tout le monde. Il a une longueur d'avance. Et pendant que les gens se demandaient si Saïd Bouteflika pouvait succéder à son frère ou pas, ce qui aurait été une absurdité, Abdelaziz Bouteflika organisait autre chose. Il est dans la perspective de la décennie 2020. Il met les choses en place. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Merci, c'était très intéressant. L'heure est passée vite, comme d'habitude. Enfin, quoique, il y a des jours où je vois le temps passer. Non, je rigole. À jeudi prochain, restez-nous fidèles.